Le langage symbolique est une des façons les plus sûres de marquer l'inconscient des individus. C'est pas pour rien qu'il a été utilisé depuis la nuit des temps sur les 5 continents. Bon. Eh bien, figurez-vous que l'autre jour, alors que sur les conseils d'un bon ami, je m'amusais un petit peu, je me détendais après une dure journée de labeur en jouant à Baldur's Gate 3. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo, Baldur's Gate, ça a été un des grands succès de ces dernières années. C'est une franchise qui a été absolument encensée par le public, et le 3e opus est considéré comme un des meilleurs jeux qui n'a jamais été produit depuis la nuit des temps. Merde, quand même! Alors on va commencer tranquillement par le menu de création de personnages, dans lequel vous pouvez choisir de jouer des démons directement. Alors bon, ça on va dire, c'est pas fondamentalement maçonnique en soi, ça dépend de l'univers du jeu, il y a des jeux dans lesquels ça fait partie, ok, très très bien. Néanmoins, on voit que le wokisme, donc soutenu, voire inspiré des travaux maçonniques, se retrouve dans ce jeu. À la fois, il y a une espèce de cosmopolitisme généralisé où les orques vivent avec les nains, avec les elfes, avec tout le monde est mélangé. Il y a vraiment une espèce d'ode au cosmopolitisme au sens de Delesca. Mais c'est une utopie. Et n'oublions pas bien sûr la fameuse option consistant à pouvoir choisir et créer un personnage non binaire. What the fuck? On peut même faire des espèces oui, je sais pas trop comment ça s'appelle. Futanari, c'est ça le mot que je cherchais. Futanari. Donc on peut même faire des espèces de futanari nains. Enfin bon, bref. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une volonté, alors certes, certains diront au premier niveau de faire en sorte que les gens puissent faire le personnage qu'ils désirent, de sorte à pouvoir s'identifier comme dans n'importe quel jeu, certes. Enfin, était-ce bien nécessaire de pouvoir proposer des nains à barbe avec des nichons et un sexe apparent? Voilà. Bon, mais pour l'instant, on pourrait dire que c'est simplement une volonté d'être inclusif à ce stade de mon exposé. J'ai vraiment commencé à tiquer dans le menu des potions. Parce que vous allez me dire, il voit de l'alchimie, machin, franc-maçon, rose-croix, etc. Mes couilles sur la commode. Ok, non, ça c'est normal que dans un jeu médiéval, il y ait des références à l'alchimie. En revanche, que vous trouviez la présence de vitriol, c'est déjà un terme qui est utilisé assez rarement, et c'est peu de le dire. À ce stade, les sceptiques me diront, Bhaskar, tu vois ce que tu as envie de voir, attendez. Bref, donc, vitriol qui est un terme donc extrêmement utilisé en loge. Je vais pas vous faire ici donc tout un cours de symbolique franc-maçonne. Mais enfin, en 3 clics sur internet, si vous ne me croyez pas, vous pourrez vérifier ce que je vous dis. Plus tard, à différents endroits du jeu, on trouve de plus en plus de références. Il y a des petits livres cachés qui s'appellent le Journal d'un maçon. Par exemple, Journal d'un maçon, bon, ok, après tout, il y avait des maçons au Moyen-Âge. Peut-être que c'est simplement un hasard. Peut-être. Enfin, des journaux des maçons et des références comme ça à de la maçonnerie, il y en a un certain nombre. Il y a même à un moment donné un nain des profondeurs qui vous demande justement, lorsque vous voyez la pierre brute, comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Ce qui est aussi une allusion à un certain nombre de rituels pratiqués en loge. Dans le temple de Bâle, vers la fin du jeu, vous pouvez avoir accès à une espèce de temple comme ça, et si vous cherchez bien, vous avez encore un petit coffre avec journal d'un maçon et un crâne. Ça fait référence directement au cabinet dans lequel on invite l'adepte à réfléchir sur la vie et la mort au moment de l'entrée en loge. Dans le 3e niveau, qui est un niveau sous terre, dans lequel règne l'obscurité la plus totale. Donc obscurité la plus totale, en tout cas c'est un niveau où en fait il faut acquérir une espèce de lampe pour pouvoir s'éclairer. On cherche la lumière, sans quoi on se fait bouffer par les ténèbres. Là encore, c'est une allégorie fréquemment utilisée en maçonnerie. Et on a une espèce de personnage avec un corps, une espèce de mi-homme, avec un corps arachnéide, on pourrait dire comme ça, qui porte la lumière. Vous pouvez ensuite choisir de vous ranger de son côté ou de vous opposer à lui. Il va reprendre directement certains codes que l'on va retrouver dans le défilé qui a eu lieu à Toulouse il y a quelques semaines et qui a défrayé la chronique, dans lequel on voyait donc Lilith affronter Astérion. Astérion, qui est donc le nom du Minotaure, donc l'adoration du veau d'or. On a vu des milliers de gens comme ça être en pâmoison devant cette icône, hein. On est totalement dans des formes d'idolâtrie. On adore un veau, un être
un être mi-homme, mi-taureau, mais qui en fait renvoie directement au veau d'or, qui s'appelle Astérion. Astérion comme un autre personnage principal de l'histoire de Baldur's Gate, mais ce ne sont que des coïncidences. Astérion qui dans le jeu est une espèce de vampire bisexuel qui forniquera avec à peu près tout ce qui bouge, qu'il soit mâle ou femelle. En effet, j'ai la chance d'être une créature bisexuée. Je suis homme ou femme à volonté. Et je donne le change de façon parfaite. Astérion, ça veut dire la petite étoile. La toute petite étoile, ça renvoie à l'étoile du matin qui est l'autre nom de Morning Star, hein, l'étoile du matin, qui est l'autre nom de Lucifer. Mais bon, là encore, ce ne sont probablement que des coïncidences. Poursuivons. Donc, au défilé de Toulouse, on avait, parce que je fais un lien entre Baldur's Gate et le défilé de Toulouse, on avait donc Lilith. Lilith qui est la déesse de la stérilité. Je suis pas contre le fait que des gens fassent des spectacles avec des très belles machines. Il faut reconnaître que c'est du beau travail. La question, c'est qui a choisi la direction artistique. On pourrait tout à fait imaginer des anges qui s'affrontent, l'archange Saint-Michel qui terrasse un dragon ou je ne sais quoi. Or, on est bel et bien là dans des iconographies qui renvoient à des formes d'occultisme et de satanisme. Dans la franc-maçonnerie, pour prendre du grade, tu passes des rituels. Alors cette petite pyramide, elle est à superposer avec la pyramide de ta carrière. Tu veux monter en grade, et ben il faut que dans la loge dont tu fais partie, tu passes des rituels. Et plus tu es avide de pouvoir et de réussite, ben plus tu vas demander à passer de grade, et tu vas être happé dans des rituels sataniques. Et les premières pratiques donc, sont donc le viol collectif d'enfants. Après, avec la mise à mort, etc. Ce qui fait que tu as des personnes complètement dégénérées qui arrivent à la tête des institutions. Et qu'en plus, ces gens-là, après, ils amènent leurs propres enfants dès le bas âge, dans des réunions de ce genre, dans des rituels de ce genre, pour en faire la future élite sociétale. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas encore à l'heure actuelle. On retrouve également dans le jeu une espèce de promotion de l'homosexualité et du wokisme en général. Évidemment, je vous ai déjà expliqué les liens entre wokisme et maçonnerie. Il n'est pas rare dans les RPG de ces dernières générations de pouvoir avoir des histoires en long, en large et en travers, mais ça m'a quand même fait drôle lorsque une espèce d'énorme druide bodybuildé sorti des Village People a commencé littéralement à essayer de me choper dans le jeu. Coucou, tu veux voir ma bite? Voilà, et donc ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on se rend compte qu'il est possible d'avoir des relations sexuelles dans le jeu sans même que celle-ci soit recherchée par le joueur. C'est-à-dire que c'est vraiment celle-ci qui nous tombe dessus alors qu'on n'a absolument rien fait pour. Et en outre, cela a toujours lieu avec des personnages qui sont plus ou moins hors normes. L'idée c'est que tous les personnages, absolument sans exception, ne sont pas normaux. Il y a une espèce d'exaltation comme ça du différent, du bizarre. Il faut casser les codes à tout prix. Et donc ce type d'approche wokiste consistant à détruire toute forme de normalité pour rentrer dans ce cosmopolitisme intégral, cette conception et cette approche fait donc bel et bien partie d'une espèce de projet qui vise donc à être injecté comme ça dans les cerveaux par le biais des jeux vidéo. Il y a un personnage central qui s'avère être immortel, moyennant un sacrifice, mais bon, c'est peut-être une coïncidence. Try again. Alors ici nous avons un nouvel élément qui nous évoque les légions. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur le TDI qui est censuré par YouTube et que vous pouvez trouver sur Odyssée. Les légions, ce sont donc les esprits fragmentés justement que un certain nombre de pratiques anciennes et ancestrales visaient à provoquer par des rituels plus ou moins sataniques, pour ne pas dire pédo-sataniques en gros. Et donc ça n'est pas étrange de retrouver encore une référence à ces choses-là, notamment ici. Alors là encore, il s'agit peut-être de coïncidence. Ça commence à faire beaucoup quand même, hein. Toujours dans le niveau 3, on retrouve un endroit qui s'appelle la Guilde des Maçons. Et dans la Guilde des Maçons, comme par hasard, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le compas et l'équerre. Mais bon, ce ne sont vraiment que des coïncidences. Bon, s'il y en a qui ont envie de s'amuser à refaire le jeu pour essayer de chercher tout ça, vous en avez aussi dans la maison de Jaera vers la fin du jeu aussi. Enfin bon, bref, il y en a un petit peu partout. Honnêtement, le jeu est tellement gigantesque que je suis à peu près sûr que je n'ai pas tout trouvé. Mais ce qui est sûr, c'est que ce jeu a été fait par une poignée de gens qui se pensaient initiés. Voilà, donc si ce petit
tour d'horizon du Baldur's Gate 3 occulte t'a intéressé, parce que c'est vraiment quand même, je le redis, hein, mais personne n'en parle sur la toile, j'ai jamais vu un seul article, rien dessus, silence total. Et donc quand on met ça en lien avec le fameux spectacle qui s'est passé à Toulouse, la porte des ténèbres, quand même, la porte des ténèbres, et ben on peut pas s'empêcher de voir que cela évoque irrésistiblement une certaine mythologie. Et je ne suis pas sûr que les lumières, parce que ma question c'est toujours de quelle lumière il s'agit, hein, il y a plusieurs lumières justement, mais je ne suis pas sûr que les lumières visent à passer d'un obscurantisme chrétien à un obscurantisme satanique. En conclusion, je vous invite tout simplement à prendre quelques instants de réflexion, histoire de déterminer justement qu'est-ce que vous entendez par lumière, parce qu'il y a, comme le dit la tradition, plusieurs types de lumière. Si cette vidéo t'a intéressé, comme d'habitude, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, petit pouce vers le haut, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Si d'ailleurs toi-même tu as poncé le jeu et que tu as trouvé d'autres petits signes qui m'ont échappé, parce que à mon avis il y en a encore plein que je n'ai pas eu le temps ou l'occasion ou la possibilité de repérer, eh ben, n'hésite pas aussi à le partager avec les autres en commentaire. Et je vous rappelle donc que la chaîne fêtera ses 10 ans aux alentours de Noël, jour de l'an, par là, et que donc voilà, ça me ferait plaisir de pouvoir avoir 10 000 abonnés pour cette occasion. Donc si vous avez envie de m'aider à ce petit jeu, eh bien je compte sur vous pour mettre la vidéo un petit peu partout sur la toile, notamment sur X et sur Instagram où je suis, il faut bien le dire, très peu présent. Je compte sur vous. Salut Internet.